Alors on parle de monde en mouvement, moi je vais vous parler de nourrir autrement. De fait, l'alimentation a été toujours la préoccupation première des sociétés. Et si j'essaye de voir ce qui a changé, très récemment d'ailleurs, dans le paysage, je vais au moins décrire deux mouvements. En 2006, nous avions lancé une prospective pour savoir comment nourrir 9 milliards d'habitants. À l'époque, le problème, c'était la crainte de la croissance de la population et la crainte de manquer. Donc on avait fait un long travail pour voir comment y arriver. On avait conclu que c'était possible et que c'était possible à quelques conditions. Une première condition, c'était la modération des régimes alimentaires. Globalement, on a besoin de 2200 kilocalories par personne et par jour. Dans certains pays, on montrait quelques Américains caricaturés tout à l'heure, ils ont accès à 4800. On voit bien que 4800, c'est beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Donc la modération des régimes alimentaires était le premier facteur. Deuxième facteur, c'était la diminution des pertes et gaspillages. Troisième facteur, et c'est important, c'était une espèce d'assurance vie mondiale, c'est-à-dire de garantir les échanges. Une sécheresse en Australie, enfin des choses qui sont produites récemment, de fait pouvaient être compensées par l'importation de biens venant d'une autre zone du monde. Et donc nous disions à l'époque, il était possible de nourrir la population de manière durable. De fait, on produit suffisamment. Le problème aujourd'hui, ça n'est pas qu'il n'y a pas assez à manger, c'est que certains n'ont pas assez à manger. Vous vous souvenez d'Amartya Sen, c'est une question d'accès économique ou d'accès physique dans les zones de conflit et de guerre. Eh bien, les conditions ont radicalement changé. La crise du Covid, les conditions géopolitiques, la guerre en Ukraine, mais au-delà, les oppositions, pour dire les choses doucement, entre grandes influences du monde, font qu'on ne peut plus penser seulement la mondialisation heureuse. Récemment, vous le savez, les échanges agroalimentaires entre 2000 et 2020 ont été multipliés par 3. Donc nous étions jusqu'il y a très peu d'années dans un monde où au fond on pouvait compter sur cette circulation. Les nouvelles conditions géopolitiques font qu'on recommence à réfléchir à quels biens stratégiques viennent de très peu de sources et de sources qui ne sont pas forcément amies. On commence à reparler de mots qui auraient été difficiles à utiliser il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, de souveraineté européenne et de souveraineté nationale. On commence à réfléchir aux dépendances. Vous vous souvenez de l'acide aminé qui ne vient que d'une source. De fait, comment réduire cette dépendance de l'alimentation des animaux? Bref, c'est un premier changement radical et récent. Comment repenser, non pas l'autonomie, non pas l'autosuffisance, mais une certaine autosuffisance alimentaire dans les régions, par région du monde, et notamment dans la région Europe. Le deuxième changement, qui lui a été d'avènement plus progressif, mais qui est désormais extrêmement palpable, c'est effectivement le changement climatique. Valérie, vous le décrivez, et en France, on a bien vu les récurrences d'événements qui ont troublé notamment la production agricole. On peut parler de 2003, on peut parler de 2010, Xynthia, les inondations, on peut parler de 2022, sécheresse et manque d'eau, puisque vous savez que les ressources en eau, je crois qu'il y a eu 85% de moins d'eau en juillet qu'une année moyenne. On peut parler de 2023. Donc, on a la mémoire courte, mais quand même, les producteurs agricoles qui sont dans la salle s'en souviennent bien. La production a souffert et ce sera de plus en plus aigu et de plus en plus récurrent. Alors, je voulais, dans ce contexte-là, poser 3 questions. D'abord, l'alimentation, Valérie le disait, c'est à peu près, le système alimentaire, c'est à peu près 30% des gaz à effet de serre. Et si nous voulons limiter le réchauffement climatique, il faut limiter cet effet sur le changement climatique. Alors, d'où viennent ces gaz à effet de serre et comment peut-on réduire ce qu'on appelle cette empreinte carbone, c'est-à-dire finalement ce qu'on envoie dans l'atmosphère à partir des activités agricoles et alimentaires? Vous voyez que c'est essentiellement la production agricole, l'empreinte de l'alimentation des Français. L'empreinte de l'alimentation des Français, c'est 22% de leur empreinte carbone. Donc on a se nourrir, se loger, bouger, vous voyez toutes les activités. Et le se nourrir, c'est 22% de l'empreinte alimentaire. C'est 2 tonnes par personne et par an en France en moyenne.
Alors d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'abord de 60% de la production agricole, qu'elle soit dans notre pays ou à l'étranger, puisqu'il y a une part, bien sûr, qui est importée. Ça vient de la transformation, vous l'avez vu, les industries alimentaires, dont le transport, 18%. Ça vient du commerce, des repas au domicile, de la restauration. Ça vient des repas à domicile et ça vient globalement du transport des marchandises. Donc quand on essaye de voir comment réduire cette empreinte alimentaire, il suffit d'analyser les sources de cette empreinte alimentaire. Il faut aussi regarder d'une autre manière, et 46% de ces émissions sont importées. Les émissions importées n'arrêtent pas d'augmenter, alors que l'émission territoriale est désormais maîtrisée. Autre élément, les pertes et gaspillages. Les pertes et gaspillages, c'est à peu près 20% de l'alimentation, et c'est 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui sont produits chaque année inutilement, d'une certaine manière. Donc on peut là aussi réduire l'empreinte carbone des Français en jouant sur la diminution des pertes et gaspillages. C'est aussi, regardez d'une autre manière, l'empreinte carbone des Français, 61% de produits d'origine animale. Donc, pouvons-nous jouer sur cette production des produits d'origine animale et sur la consommation des produits d'origine animale? Dès lors qu'on poursuit l'analyse de cette empreinte carbone des Français, on voit comment arriver à réduire ces 2 tonnes par habitant et par an qui contribuent à alimenter les gaz à effet de serre et donc le changement climatique pour demain. Alors comment décarboner ces composantes du système alimentaire? Au niveau de l'agriculture, on peut regarder les postes essentiels. Les postes essentiels, c'est l'utilisation d'engrais minéraux. Marc-André Sellos en parlait tout à l'heure. C'est les élevages, le dégagement de méthane par les ruminants qui, par leur système digestif, rotent, si j'ose dire, du méthane. C'est également les pratiques qui permettent de stocker plus de carbone dans les sols et la biomasse. Et ça, on y revient toujours, parce qu'au fond, si l'agriculture, au lieu d'être émettrice nette, servait à stocker une partie significative des émissions de gaz à effet de serre, ça changerait tout. Et de fait, au moment où les forêts sont de moins en moins stockeuses, puisqu'on a eu une vraie rupture dans la capacité de stockage des forêts, de stockage de carbone par les forêts, eh bien, il est essentiel que l'agriculture prenne le relais, soit par stockage dans les sols, soit par stockage dans la biomasse. Donc, vous voyez, on peut jouer sur pas mal de ces postes qui sont décrits ici. Dans les industries agricoles et alimentaires, il va s'agir d'économiser de l'énergie, soit pour réchauffer, soit pour refroidir. Mais il va s'agir aussi de proposer des aliments bas carbone. Dans la partie commerce et repas hors domicile, c'est pareil, il va falloir, mettre des capteurs solaires sur les parkings des grandes surfaces. Mais il faut aussi que les grandes surfaces, que les distributeurs offrent des produits bas carbone. De la même manière, dans les transports, il va falloir réfléchir la logistique, réfléchir l'optimisation des circuits, travailler sur l'électrification, par exemple, mais il va falloir aussi permettre la proposition de cette offre bas carbone. Ce que je veux vous dire, c'est que ça ne sert à rien d'agir seulement sur l'agriculture ou sur le consommateur. Il faut que toute la chaîne fasse en sorte que l'offre bas carbone soit disponible. Le Yaka Faucon en matière de consommation, dire au consommateur, c'est comme quand on lui disait il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On s'est rendu compte qu'il le savait, mais que c'était absolument inefficace, sauf si on faisait en sorte qu'il y ait la disponibilité de ces fruits et légumes. Et vous vous souvenez des opérations scolaires où on mettait à disposition des enfants des fruits et légumes, et là, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a opérationnalité de la mesure. Si l'offre dans la restauration, si l'offre proposée par les industries, si l'offre dans la distribution ne met pas en avant des produits bas carbone abordables du point de vue économique, on n'arrivera pas à demander aux Français de réduire leur consommation, le carbone à travers leur consommation alimentaire. Alors la diminution de l'empreinte par le consommateur, c'est la baisse de la consommation des produits d'origine animale. Vous savez que c'est une consommation qui a
augmenterait à travers les années. Quand vous faites une histoire de l'alimentation dans le monde, l'alimentation a toujours eu la même évolution. D'abord, les gens cherchent à avoir assez à manger. Ensuite, les gens cherchent à diversifier leur alimentation. Et la troisième étape, et c'est celle qui en ce moment se produit en Asie ou sur d'autres continents, ils cherchent à avoir accès à plus de produits d'origine animale. Donc ce qui est en train de se passer dans le monde va malheureusement nous amener à une plus grande demande de produits animaux. Chez nous, l'augmentation de la demande a eu lieu. On est plutôt en train de... la demande plafonne. Donc le sujet est plutôt de voir comment inciter à la diminution de cette consommation de produits d'origine animaux qui dépassent les besoins physiologiques. Les apports en fer ou en vitamine B12 sont largement suffisants, donc on peut appeler à la diminution des produits d'origine animaux sans problème de santé. Donc oui, c'est pertes et gaspillages, évidemment. Comment réduire ces pertes et gaspillages à tous les stades? Parce que là, c'est aussi bien dans l'agriculture, dans la transformation, dans la restauration, que dans la consommation, qu'il y a des pertes et gaspillages. Et ça, je crois que chacun doit être responsabilisé pour diminuer ces pertes et gaspillages. Donc oui, il est possible de réduire l'empreinte carbone des Français, mais pas seulement en disant aux consommateurs « réduisez votre consommation de produits animaux », mais également en lui permettant d'avoir accès à une offre de produits bas carbone, et ça impliquera l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le deuxième point, c'est effectivement comment les pratiques agricoles peuvent permettre d'augmenter la résilience et de garantir cette sécurité alimentaire dans le contexte climatique que nous décrivait Valérie tout à l'heure. D'abord, les impacts du climat, je crois que chacun les vit, et les agriculteurs en particulier, ils sont au premier rang. Donc, globalement, au niveau mondial, l'augmentation de productivité a baissé de 61% en lien avec le changement climatique. C'est vous dire l'importance des phénomènes de changement climatique. Et lié au changement climatique, la ressource en eau, l'état des sols, et donc des choses essentielles pour la production. Et comme vous le disiez Valérie, en fait, quand on attend 1,5 à 2 degrés d'augmentation de température au niveau planétaire, pour la France, ce sera 2,2 à 2,9 degrés d'augmentation. Donc, ce qu'on a connu, souvenez-vous, c'est à peu près ce qu'on a connu en 2022. Donc, il est essentiel d'anticiper les conditions futures. On ne peut pas continuer comme s'il ne se passait rien. C'est-à-dire que, de fait, ça va être de plus en plus souvent dès maintenant, et puis ce sera un régime à peu près moyen dans les années à venir. D'où la nécessité de cette adaptation des systèmes agricoles et alimentaires aux nouvelles conditions climatiques. Sinon, on passera son temps à faire du curatif, mais toujours trop tard et de manière de plus en plus inefficace. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il existe des pratiques qui permettent d'augmenter la résilience de l'agriculture et d'améliorer le bilan carbone. Lorsque le Varenne de l'eau et de l'adaptation a eu lieu, chacune des filières a été appelée à travailler ces plans d'adaptation. Et de fait, si on se souvient du plan pour le lait, il y a un certain nombre de filières qui ont déjà produit leur plan d'adaptation et d'autres qui sont encore en train de le travailler. Il existe des solutions techniques et il existe des solutions socio-économiques. Alors les solutions techniques, les services climatiques, prévenir, savoir ce qui va se passer, les solutions d'organisation économique, de changer soit changer par des modifications technologiques, soit changer de manière plus globale par des solutions fondées sur la nature, ce qu'on appelle l'agroécologie. Donc on sait que selon les filières, selon les endroits, on peut proposer des modifications qui répondent aux besoins d'adaptation. Malheureusement, les conditions climatiques futures seront drastiquement différentes, aussi bien du point de vue alimentation en eau, sécheresse, mais aussi sécheresse des sols, donc problème de vie microbienne dans les sols, problème de porosité des sols. Enfin, on cumule potentiellement les changements. Donc, il y a un besoin de transformation au-delà de ces adaptations ponctuelles. Oui, il sera utile
de faire du goutte à goutte au lieu de faire de l'irrigation par aspersion. Oui, il sera utile d'avoir des capteurs qui permettent d'apporter juste la bonne dose d'engrais au bon endroit et au bon moment. Oui, il sera utile d'avoir des drones qui signalent qu'il y a telle ou telle zone de sécheresse sur la Terre. Mais cela ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut arriver à penser le système agricole et alimentaire en s'appuyant également sur les fonctions de la nature dont parlaient mes prédécesseurs, Valérie et Marc-André. Il faudra faire en sorte que dans le paysage, il y ait une diversité qui permette de lutter contre les parasites, que les haies stoppent les écoulements d'eau, que l'accumulation de carbone soit faite grâce au retour des haies et de l'agroforesterie. Donc une multiplicité de solutions qui sont en théorie possibles, mais qui aujourd'hui ne sont pas directement de l'intérêt de chaque agriculteur dans son exploitation. Donc tout le problème va être que l'environnement, que l'ensemble du système alimentaire facilite, aide, incite ou oblige, selon les cas, à aller vers ces changements. Alors comment, de fait, si ces changements techniquement sont possibles, il y a des freins et des verrous. Il y a le problème de revenus, le problème d'investissement, le problème de prix, de coût, donc de prix, le problème du risque au changement. Dans tous les métiers, c'est pareil. Quand on a l'habitude de pratiques dans une certaine zone de confort, on est meilleur dans ces pratiques, et changer de pratique, c'est prendre un risque. Donc, qui peut accompagner l'agriculteur pour changer ses pratiques? Comment faire en sorte que la formation initiale, la formation continue, le conseil agricole soit là pour accompagner le changement de pratique? Ça veut dire aussi reformer les conseillers. Il faut se rendre compte que de proposer des approches globales, ça suppose disons, de s'éloigner, comme en médecine, d'un problème, un traitement, mais comment on regarde le système et comment on rend le système plus résistant, plus résilient face aux attaques de parasites. Je crois que Marc-André Sellos nous a donné de bons exemples tout à l'heure. Donc, repenser les formations du système. Ça suppose aussi de faire en sorte que les régions, vous savez, les régions spécialisées culture, les régions spécialisées élevage, ça empêche ou ça limite les échanges de matières fertilisantes organiques, par exemple produites par les animaux, pour les exploitations, puisque ce sont des zones entières qui sont en production animale ou en production végétale. Donc on voit bien qu'un tas de micro-solutions ou de solutions de réorganisation globale demandent des transformations majeures et demandent à être accompagnées. Ça ne se fera pas tout seul. Je veux dire, le Yaka Faucon, ça ne marche pas. On parle d'agriculture de conservation des sols, on parle de stockage de carbone dans les sols, on parle d'augmentation de la part de légumineuses, de substitution en substitution aux engrais de synthèse. Ces légumineuses qui ont cette capacité à absorber l'azote de l'air, l'azote est en quantité illimitée, et pouvoir absorber l'azote de l'air pour enrichir les sols, c'est une manière de limiter le recours aux engrais, et notamment aux engrais minéraux qui sont extrêmement fournisseurs, si j'ose dire, émetteurs de gaz à effet de serre, stocker du carbone dans les prairies. Tout ça, ce sont des solutions, mais qui demandent des changements majeurs, et pas seulement au niveau des exploitations agricoles. D'où le besoin de penser le paysage des politiques. Actuellement, on réfléchit à 3 grandes politiques. On parle dans toutes les allées on parlait du PLOA, maintenant je crois que ça va être la loi pour la souveraineté alimentaire. Eh bien oui, il faut que cette loi pour la souveraineté alimentaire trace une vision de ce que devrait être l'évolution de l'agriculture pour être plus résiliente face au changement climatique et moins émettrice de gaz à effet de serre. Comment pourrait-elle encourager les changements de pratiques qui vont permettre d'être moins émetteurs? Comment peut-elle prévoir d'encourager les installations de jeunes agriculteurs dans ces projets qui seront aptes à résister ou à tolérer les changements climatiques? Comment la formation et le conseil pourront être accompagnés dans ces nouvelles évolutions? Tout ça, ça peut être des éléments
de cette loi pour la souveraineté alimentaire. Ça devrait être des éléments de cette loi sur la souveraineté alimentaire. Deuxième politique essentielle, ce sont les plans stratégiques nationaux qui disent comment, en France, on applique le cadre européen d'aide à l'agriculture. Et bien là aussi, pour l'instant, le plan stratégique national a un effet climatique assez limité. De fait, je crois qu'il a été calculé que ça permet de réduire de 7 à 12% les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce plan stratégique national peut être revisité dès l'année prochaine et en tous les cas pour la PAC d'après 2028. Donc comment faire en sorte que ce plan stratégique national prenne en compte cette nécessaire évolution des pratiques des systèmes agricoles et alimentaires? Troisième possibilité dans ces politiques nationales, c'est la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat. Il est question de penser ensemble, et c'est évident que ce sera beaucoup plus efficace comme ça, penser ensemble l'agriculture, la nutrition et le climat. Et là, on pourra réfléchir à ces intégrations, puisque, pour vous donner deux exemples, les lentilles, les légumineuses, ça fait des années qu'on dit qu'on n'en produit pas assez, qu'on est dépendant des importations. Ça fait des années qu'on sait qu'il faut en consommer plus, en théorie, pour la santé humaine. Ça fait des années que ça n'arrête pas de diminuer. La consommation a été divisée par 4 en 20 ans, alors qu'en théorie, on sait que la recommandation de nos médecins, de Santé publique France, c'est d'en manger 2 fois par semaine. Je ne veux pas faire de sondage, mais qui en mange 2 fois par semaine ici dans la salle? Bon, je m'applique la question. Donc, en théorie, tout le monde sait que c'est bon pour soi et c'est bon pour la planète de manger plus de ces légumes secs. Et pourtant, l'évolution est exactement inverse. Et pourtant, on propose des incitations pour que l'agriculture cultive plus ces légumineuses qui savent absorber l'azote de l'air, et ça va dans l'autre sens. Et il faut penser, tant qu'on n'aura pas pensé à la fois la production agricole, les silos pour stocker, l'industrie de transformation et la mise à disposition par les distributeurs et les restaurateurs, on pourrait dire aux Français, mangez-en 2 fois par semaine, ça ne marchera pas. Je regardais là, les coûts de logistique pour les légumineuses et les coûts de logistique pour les céréales. Les légumineuses, il n'y en a pas beaucoup. Et les céréales, c'est plus organisé depuis longtemps. Vous voyez, c'est entre 12 et 370 € par tonne pour les légumineuses, les coûts de logistique, et c'est entre 20 et 50 € par tonne pour les céréales. Donc, comment faire en sorte que le circuit logistique ne handicape pas à ce point-là les cultures de légumineuses? Tout ça pour vous dire que c'est bien l'ensemble du système alimentaire qui doit bouger. Sinon, le yaka faucon pour le consommateur ou le producteur, ça continuera à ne pas marcher. Je vous donne un deuxième exemple qui peut vous choquer un peu. On a dit dans certains pays ou dans certaines littératures, il faut diminuer les effectifs de bovins, sinon ça ne marchera jamais. Moi je dis diminuer les effectifs de bovins sans toucher la chaîne alimentaire, ça peut être négatif. Je veux dire, d'abord, l'élevage à l'herbe, on le sait, permet de maintenir les prairies, et les prairies stockent du carbone, les 50 tonnes par hectare, alors que si on transforme en culture, on déstocke. Donc, comment faire en sorte qu'on arrive à une maîtrise de cette consommation de produits d'origine animale, qui sont de fait plus émetteurs de carbone? Ce n'est pas en disant aux éleveurs diminuez vos cheptels. De toute façon, actuellement, malheureusement, pour d'autres raisons, les cheptels diminuent régulièrement. Parce que si on continue dans la restauration collective à mettre de plus en plus de produits animaux dans les plats préparés, puisque c'est là que l'augmentation de la consommation des viandes se fait en ce moment, eh bien, on arrivera, au fond, le seul résultat, c'est qu'on va augmenter les importations, et les importations de pays tiers sont de fait, en moyenne, c'est ce qu'on a calculé dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, plus porteuses de carbone que les viandes produisent actuellement chez nous. Donc, on arriverait exactement à l'inverse, en disant diminuer les cheptels en France sans faire diminuer en même temps la consommation de produits d'origine animale, ce serait négatif pour l'équilibre global. Donc, mon message, c'est qu'il faut toujours penser système alimentaire si on veut que l'évolution aille dans le bon sens. Alors,
encourager ces évolutions, donc on a les lois, hein, le cadre législatif, les incitations nationales, et puis par ailleurs, on a l'action des filières. Quand on parlait de la filière lait tout à l'heure, l'action d'acteurs économiques, je ne vais pas donner de noms commerciaux, mais je lisais récemment dans la presse agricole que certaines coopératives payent un surplus à la tonne récoltée si on pratique, ce que je ne sais pas trop ce que c'est, mais l'agriculture régénératrice. Ce qui est intéressant dans cette agriculture régénératrice, c'est qu'il y a des pratiques de gestion des sols qui sont stockantes, qui sont bien plus favorables. Et vous le savez, quand un sol stocke du carbone, stocke de la matière organique, en plus, il est plus productif, en plus, il retient mieux l'eau, en plus, il est plus aéré, et donc, il fournit une résilience au modèle. Action territoriale, puisque c'est au niveau des territoires que vont se réfléchir les plans alimentation territoriaux, que vont se gérer les ressources en eau au niveau des bassins versants, que vont se gérer les sols. Et action, et là c'est sans doute, ça reste à construire, action de rémunération par le marché de stockage de carbone. Et pour moi, c'est mon vœu aujourd'hui qu'on arrive à mettre en place en Europe ce repérage de carbone dans le sol, cette mesure, cette certification par tiers qui permettent de rémunérer l'agriculteur positivement lorsqu'il met en place ces pratiques vertueuses vis-à-vis de la planète. Merci de votre attention.